Dans les tranchées de la Seconde Guerre mondiale, un pistolet de service représentait bien plus qu'une arme secondaire. C'était la dernière barrière entre un soldat et la mort certaine. Certains de ces pistolets étaient des instruments de précision redoutables. D'autres étaient des catastrophes industrielles qui mettaient en danger celui qui les portait. Voici le classement définitif et complet du pire au meilleur absolument. Le FP-45 Librator, États-Unis. Conçu non pas pour combattre, mais pour semer la panique psychologique derrière les lignes ennemies, ce pistolet à canon lisse et coup par coup était une boîte de métal estampée larguée aux résistants européens. Recharger cette arme prenait plus de temps qu'il n'en fallait pour la fabriquer en usine. C'était un symbole de désespoir militaire, jamais un véritable outil de combat fiable. Le Type 94 Nambu, Japon. Unanimement reconnu comme l'un des pistolets les plus dangereux pour son propre utilisateur, ce revolver présentait une barre de gâchette exposée sur le côté gauche du châssis. Un simple choc contre un équipement suffisait à déclencher un tir accidentel, sans toucher la détente. Ce défaut de conception catastrophique trahissait fondamentalement l'utilisateur au moment où il avait le plus besoin de fiabilité. Le Glisanti modèle 1910, Italie. Ce pistolet utilisait la faible cartouche 9 mm Glisanti, mais ses dimensions acceptaient parfaitement la 9 mm Parabellum standard, beaucoup plus puissante. Tirer cette munition plus chaude déchirait littéralement la culasse fragile en morceaux. Un piège mortel pour tout soldat ignorant cette incompatibilité technique fatale. Ce défaut structurel fondamental le rendait plus dangereux pour son porteur que pour l'ennemi en face. Le Type 26, Japon. Ce revolver était une relique du XIXe siècle encore en service actif pendant la Seconde Guerre mondiale. Son mécanisme à double action uniquement imposait une pression de détente épuisante qui dégradait rapidement la précision. Le verrouillage du barillet était si faible qu'il tournait librement lors du désamorçage. Face aux pistolets semi-automatiques modernes adverses, cette arme était techniquement et tactiquement dépassée sur tous les théâtres d'opération. Le CZ-VZ.38, Tchécoslovaquie. Massif, lourd et exclusivement à double action, ce pistolet imposait une pression de détente si rigide que toucher une cible représentait un véritable défi physique. Chambré en 380 ACP, il manquait de puissance d'arrêt réel face à des soldats en équipement hivernal. Les troupes allemandes, contraintes de l'utiliser comme arme de substitution, le méprisaient unanimement pour son ergonomie calamiteuse et son manque flagrant de précision au tir. Le Bodeo modèle 1889, Italie. Conçu à l'époque de la poudre noire, ce revolver antédiluvien se retrouvait étonnamment en première ligne dans les années 1940. Certaines versions arboraient une gâchette repliable particulièrement maladroite à déployer sous pression de combat. Face aux armes alliées modernes, il était techniquement dépassé de plusieurs décennies. Sa présence au combat illustrait les difficultés profondes d'approvisionnement qui affectaient l'armée italienne tout au long du conflit mondial. Le Korovin TK, Union soviétique. Ce minuscule pistolet de poche conçu pour civils et officiers d'état-major tirait une cartouche 6,35 mm d'une faiblesse désarmante. Un soldat ennemi en manteau hivernal épais était pratiquement immunisé contre son impact. Il n'avait aucune utilité réelle sur un champ de bataille conventionnel contre des combattants déterminés. C'était purement un insigne d'autorité, un symbole de grade davantage qu'un instrument de combat opérationnel véritablement efficace. Le Ruby, Espagne-France. Fabriqué massivement en Espagne pour la Première Guerre mondiale, ces pistolets à culasse libre bon marché furent ressortis des arsenaux pour servir en 1939. Leur tolérance de fabrication complètement incohérente signifiait qu'un chargeur d'un Ruby ne s'adaptait souvent pas à un autre exemplaire identique. La maintenance de terrain devenait un cauchemar logistique permanent pour les soldats français qui les portaient dans des conditions de combat difficiles.
L'Enfield numéro 2 Mk1, Royaume-Uni. Cette variante spécifique destinée aux équipages de blindés avait son chien intégralement supprimé pour éviter tout accrochage dans les compartiments étroits des chars. Cette modification imposait un fonctionnement exclusivement en double action, rendant la gâchette incroyablement lourde sous stress intense. Tirer précisément avec cette contrainte physique dans l'urgence d'un combat rapproché devenait presque impossible. Un compromis tactique sévère qui nuisait gravement aux performances réelles en situation de combat. Le Nagant M1895, Union soviétique. Ce revolver fascinant possédait un système de joint gaz unique au monde permettant l'adaptation efficace d'un silencieux, une rareté absolue dans l'univers des revolvers militaires. Cependant, son chargement par fenêtre latérale était d'une lenteur mortelle en plein combat. En double action, sa détente nécessitait une pression de 9 kg. Éjecter les douilles une par une constituait une sentence de mort dans tout échange de tirs rapprochés. Le type 14 Nambu, Japon. Pistolet réglementaire standard des officiers japonais pendant toute la durée du conflit, il souffrait d'une goupille percutante exceptionnellement fragile qui cassait régulièrement au pire moment. La rétention du chargeur posait problème dès que le bouton de déverrouillage recevait le moindre choc involontaire. La cartouche 8 mm Nambu qu'il utilisait manquait gravement de puissance d'arrêt. C'était une arme réglementaire qui échouait systématiquement à répondre aux exigences militaires fondamentales. Le MAB Modèle D, France. Fonctionnel sans être remarquable, ce pistolet à culasse libre chambré en 32 ACP assurait un service correct pour les forces de police et de sécurité dans des conditions relativement calmes. Sa fiabilité mécanique était acceptable. Cependant, sa puissance d'arrêt était nettement insuffisante pour affronter des soldats en équipement militaire complet. Il disparut rapidement de la compétition face aux pistolets plus puissants qui dominaient tous les théâtres d'opération de la guerre mondiale. Le FN Model 1910-22, Belgique. Issu du génie de John Browning, cette conception à percussion annulaire était d'une fiabilité mécanique remarquable. Police et forces militaires européennes l'adoptèrent largement avant le conflit. Cependant, ses organes de visée quasi inexistants rendaient toute précision à distance très aléatoire. Chambré en 32 ACP, il manquait cruellement de la puissance nécessaire pour les combats militaires intenses. Excellente conception structurelle, sévèrement limitée par une munition trop faible pour la guerre moderne. Le Fromé Stop 37M, Hongrie. Robuste et soigneusement fabriqué, ce pistolet hongrois démontrait une fiabilité remarquable dans la boue et les conditions de terrain les plus difficiles. Sa construction solide résistait aux rigueurs du service militaire prolongé mieux que de nombreux contemporains. Malheureusement, la cartouche 380 ACP qu'il utilisait le condamnait à une puissance d'arrêt insuffisante face à des fantassins ennemis en tenue de combat complète. Un excellent mécanisme prisonnier d'une munition inadaptée aux réalités brutales du champ de bataille. Le CZVZ.27, Tchécoslovaquie. Ce pistolet à culasse libre exquisément usiné était d'une simplicité mécanique exemplaire. Après l'occupation, la police allemande et les troupes de deuxième ligne l'adoptèrent massivement pour sa fiabilité et sa facilité d'entretien dans des conditions variées. Son mécanisme ne tombait pratiquement jamais en panne. Mais comme tant d'autres dans cette catégorie, il souffrait d'un manque chronique de puissance d'arrêt qui le maintenait loin des premières lignes de combat intenses. Le Colt M1903 Pocket Hammerless, États-Unis. Sans chien apparent, parfaitement profilé et remarquablement dissimulable, ce pistolet élégant était chéri des généraux alliés comme arme personnelle de prestige. Le général George Patton lui-même en portait un équipé de crosse en ivoire sculpté. Mais sa munition faible l'excluait totalement du combat d'infanterie conventionnel. C'était une arme de prestige et de statut social,
jamais conçu pour nettoyer des positions ennemies fortifiées dans des conditions de combat réelles. Le Beretta M1934T M1935, Italie. La conception à glissière ouverte caractéristique de Beretta rendait ces pistolets compacts pratiquement insensibles à l'encrassement dans les conditions désertiques nord-africaines. Leur fiabilité mécanique était véritablement exceptionnelle. Cependant, leur capacité de 7 cartouches et leurs calibres insuffisants limitaient sévèrement leur efficacité au combat. De splendides instruments de précision italienne, malheureusement sous-dimensionnés pour les exigences brutales d'une guerre mondiale totale et impitoyable. Les modèles 1935 AET 1935S, France. Ces pistolets français offraient une ergonomie remarquable et une précision mécanique intrinsèque véritablement supérieure à de nombreux contemporains. Sur le stand de tir, ils impressionnaient tous les instructeurs. Mais l'armée française commit une erreur stratégique fatale en les chambrant dans la faible cartouche 7,65 mm longue. Une munition de catégorie 9 mm Parabellum les aurait propulsés parmi les meilleures armes de poing de toute la guerre mondiale. Le Mosé HSC, Allemagne. Ce pistolet de poche à double action représentait une avancée technologique réelle dans la conception allemande d'avant-guerre. Son profil élancé et son mécanisme sophistiqué concurrençaient directement les productions Walter. Cependant, son marteau encapsulé dans le châssis piégeait inévitablement boue et particules abrasives en conditions opérationnelles difficiles. Brillant pour un usage civil ou policier, il révélait ses faiblesses fondamentales dès que les conditions de terrain devenaient véritablement exigeantes et imprévisibles. Le Sauer 38H, Allemagne. Ce pistolet présentait un marteau intérieur dissimulé et un levier d'armement et de désarmement sur le châssis d'une sophistication technique remarquable. Pour la technologie de sécurité des armes de poing, il devançait son époque de plusieurs années. Malheureusement, sa mécanique interne d'une complexité excessive était trop délicate pour les réalités brutales du service militaire intensif. Encrassé, il développait des pannes complexes et difficiles à résoudre sur le terrain sans outillage spécialisé adéquat. Le Webley MK4T MK6, Royaume-Uni. Ces revolvers impériaux britanniques frappaient avec une puissance d'arrêt redoutable et se rechargeaient rapidement grâce à leur système basculant qui éjectait simultanément toutes les douilles. Dans les combats rapprochés des tranchées ou de la jungle, ils dominaient sans discussion. Mais leur masse et leur encombrement pénalisaient sérieusement un fantassin en mouvement. Face aux pistolets semi-automatiques modernes en termes de cadence de tir soutenue, ils accusaient un retard technologique croissant. L'Astra 4 Sense T6 Sense, Espagne. Surnommé la clé à molette par les soldats qui le portaient, ce pistolet espagnol à culasse libre possédait un mécanisme d'une simplicité robuste avec très peu de pièces susceptibles de tomber en panne. Dans la boue et le sable, il continuait de fonctionner quand d'autres s'enrayaient. Mais cette culasse massive générait un recul brusque et difficile à contrôler. Une puissance brute remarquable, délicate à maîtriser pour un tireur moyen sous pression de combat. Le Smith & Wesson Victory Model, États-Unis. Ce revolver représentait la fiabilité absolue sous toutes les latitudes et dans toutes les conditions climatiques imaginables. Il ne tombait pratiquement jamais en panne, qu'il neige en Alaska ou qu'il fasse une chaleur torride dans le Pacifique Sud. Les pilotes alliés abattus en territoire ennemi lui faisaient confiance comme arme de survie ultime. Le personnel naval l'adoptait massivement. C'était le héros méconnu et silencieux de la catégorie revolver pendant tout le conflit. Le Star Model B, Espagne. Cette excellente adaptation espagnole du profil légendaire du Colt 1911 américain avait l'intelligence d'être chambrée en 9 mm Parabellum, la cartouche la plus disponible d'Europe en temps de guerre. Il abandonnait la sécurité de grippe du 1911 original, mais sa fiabilité opérationnelle et ses performances balistiques compensaient largement cette omission.
Les forces allemandes en achetèrent de grandes quantités pour pallier leur propre pénurie d'approvisionnement en armes de poing réglementaires. Le Mosé C96 Brummhandel, Allemagne. Surnommé le manche à balai pour sa crosse caractéristique, ce pistolet légendaire développait une vélocité balistique exceptionnelle pour une arme de poing de cette génération. Sa capacité de 10 cartouches chargées par lèche-chargeur impressionnait. Sa réputation dans les tranchées de la Grande Guerre était immense. Mais en 1939, son ergonomie archaïque et son poids excessif le rendaient obsolète face aux pistolets semi-automatiques modernes, compacts et maniables qui dominaient désormais les champs de bataille. Le Walther PPK, Allemagne. Étalon or absolu des pistolets compacts à double action en Europe, ce bijou d'ingénierie allemande était usiné avec une précision et une fiabilité remarquables. Officier supérieur, pilote de chasse et agent de renseignement le portaient avec fierté. Sa précision intrinsèque était supérieure à pratiquement tous ses contemporains de même catégorie. Cependant, ses tolérances serrées le rendaient vulnérable à la boue et aux conditions extrêmes des premières lignes de combat intensifs. Le Smith & Wesson M1917, États-Unis. Ce revolver massif tirait la dévastatrice cartouche 45 ACP grâce à des demi-lunes de rechargement rapide qui accéléraient considérablement le processus de réalimentation. Sa puissance d'arrêt était absolument dévastatrice à courte distance. Dans les combats rapprochés, un seul impact suffisait généralement à neutraliser définitivement la menace adverse. Il démontrait avec force qu'un revolver bien conçu et puissamment chambré pouvait encore dominer les engagements modernes les plus violents et les plus intenses. Le Tokarev TT-33, Union soviétique. D'une brutalité fonctionnelle typiquement soviétique, ce pistolet tirait une cartouche 7,62 x 25 mm d'une vélocité exceptionnelle capable de perforer les premières versions de gilets et les manteaux d'hiver allemands épais. Sa platine simplifiée facilitait l'entretien de terrain même dans des conditions extrêmes de froid ou de boue. Cependant, l'absence totale de tout mécanisme de sécurité manuel représentait un risque permanent pour son porteur. Une arme offensive pure, conçue pour une guerre totale sans compromis. Le Luger P08, Allemagne. Son mécanisme à genouillère unique au monde lui conférait une précision et une pointabilité naturelle presque irréelles entre les mains d'un tireur entraîné. Tenant ce pistolet, on comprenait immédiatement pourquoi il était devenu un symbole mythique de la guerre moderne. Mais il était massivement surtravaillé, ruineux à produire en série en temps de guerre. Dans la boue ou le sable, il s'enrayait avec une régularité préoccupante. Un chef-d'œuvre esthétique, un outil de combat imparfait. Le Lahti L35, Finlande. Chef-d'œuvre d'ingénierie finlandaise conçu pour fonctionner dans les conditions arctiques les plus hostiles de la planète, ce pistolet incorporait un accélérateur de culasse interne breveté garantissant le fonctionnement parfait du cycle d'alimentation même dans une boue gelée à -40 degrés. Sa silhouette rappelait le Luger, mais ses performances en conditions extrêmes le surpassaient radicalement. Il demeure probablement le pistolet militaire le mieux adapté aux conditions hivernales jamais conçu et produit en série. Le Radom VIS WZ.35, Pologne. Héros méconnu de la résistance polonaise, ce pistolet s'inspirait du 1911 américain tout en l'améliorant significativement avec un décoquet sur le châssis et un usinage d'une qualité exceptionnelle rarement atteinte par ses contemporains. Sa prise en main était naturelle et sa fiabilité, exemplaire en toutes circonstances. Les parachutistes allemands, après l'avoir capturé, le réclamaient activement pour leur propre usage opérationnel. Il compte parmi les pistolets militaires les mieux conçus de toute l'histoire de l'armement moderne. Le Walther P38, Allemagne. Successeur triomphant du Luger trop coûteux, ce pistolet révolutionna définitivement la conception des armes de poing militaires en introduisant la double action et simple action sur un pistolet produit en grande série. Un soldat pouvait le porter chargé en toute sécurité,
et faire feu immédiatement sans manipulation préalable. Robuste, fiable dans toutes les conditions opérationnelles, il devint le véritable cheval de bataille de l'armée allemande. Son architecture influença pratiquement tous les pistolets militaires modernes qui lui succédèrent. Le Colt M1911A1, États-Unis. Surnommé le Point Yankee, ce titan américain représentait la puissance d'arrêt absolue grâce à sa dévastatrice cartouche 45 ACP. Sa robustesse légendaire et sa fiabilité dans toutes les conditions climatiques et géographiques étaient sans égale parmi les pistolets à simple action. Des jungles du Pacifique aux neiges européennes, il refusait obstinément de rendre les armes. Sa détente à simple action demeure le standard de référence absolu pour les tireurs exigeants du monde entier aujourd'hui encore. Le Browning High Power, Royaume-Uni, Canada. Les versions fabriquées en Angleterre et au Canada de ce pistolet révolutionnaire introduisaient un chargeur double rangée contenant 13 cartouches, une capacité de feu supérieure à pratiquement toutes les armes adverses. Les troupes du Commonwealth bénéficiaient ainsi d'un avantage tactique décisif en termes de volume de feu disponible. Robuste, fiable et étonnamment facile à démonter sur le terrain, il transformait fondamentalement les paramètres du combat rapproché au profit de ses utilisateurs. Le FN Browning High Power, l'original belge. Dernier chef-d'œuvre absolu de John Moses Browning, ce pistolet reste le seul de toute la Seconde Guerre mondiale à avoir été utilisé simultanément et massivement par les deux camps alliés et axes confondus. Son chargeur de 13 cartouches, son angle de poignée parfait et sa fiabilité tout-terrain lui conféraient une supériorité tactique incontestable sur tous ses rivaux. Il transforma définitivement la conception des armes de poing militaire et demeure une légende absolue de l'histoire de l'armement mondial. Dites-nous dans les commentaires, lequel de ces pistolets auriez-vous voulu tenir dans votre main sur un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale et pourquoi? Votre réponse pourrait surprendre tout le monde.